on va étudier une histoire qui fait pas partie des Sipurim Maasiot, mais qui a aussi une sorte, je pense qu'on la met dans la catégorie des mashal, des paraboles que Rabbeinu nous a enseigné. Est-ce que tu as entendu parler de Maaseh Miyahalom? Je ne sais pas si c'est ça son nom officiel à cette histoire. Il fait partie des 13 histoires? Non. Non, j'ai jamais entendu. C'est les histoires qu'il a rajoutées après? Celui-là, non, il ne fait pas partie de ceux qui sont après. Je me souviens plus. Attends, il faut que je cherche. Je l'ai pas. Enfin, je n'ai pas retrouvé la source. Il y en a un j'ai trouvé qui avait écrit Margalite d'une perle. On va pas rentrer dans les mots au mot à mot. On va raconter l'histoire comme ça. J'ai entendu. Mais si si je te la raconte, tu vas voir. C'est l'histoire d'un type qui était pauvre. Sa parnassa, c'était qu'il creusait de la boue. Vraiment. C'est-à-dire, mais ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu que ça existait en fait comme travail. C'est-à-dire quoi qu'il creuse de la boue. J'ai vu qu'en Irlande, il y a des endroits où ils creusent et ils récoltent de la boue. C'est de la boue spéciale qu'ils utilisent comme carburant, comme du charbon. Donc en fait, c'était ça son job. Je ne sais pas si c'était pour du charbon, mais ça existait. Il creusait de la boue. Donc voilà, il était mis de Parnasse très modestement, et vraiment pour survivre avec sa femme et ses enfants. Et comme ça, il travaillait, il creusait la boue tous les jours. Jusqu'à ce qu'un jour, en creusant, il tombe sur un morceau dur. Il entend toc, toc, toc. C'est pas de la boue. Et il regarde et il trouve une grosse pierre. Donc, le maasé, il s'appelle Margalite, mais j'ai vu le Rav Besançon, il dit un diamant. Il trouve une pierre précieuse. Voilà. Une grosse pierre précieuse. Il l'amène chez un expert local qui regarde cette pierre et il lui dit, regarde, cette pierre, elle est extrêmement onéreuse. Elle est très rare, très chère et c'est une grosse pierre. N'essaye pas de la vendre ici parce qu'il n'y a personne dans la région qui a les moyens de te payer le prix réel de cette pierre. Si tu me fais confiance, je te conseille d'aller à Londres. Et là-bas, à Londres, tu vas pouvoir trouver un acquéreur. Et c'est marrant parce que quand je t'ai dit, j'ai vu qu'ils étaient en Irlande. Donc l'histoire, c'est-à-dire c'est possible à la base, il était en Irlande. Il n'y a que des pauvres là-bas et tu veux la vendre. La grande ville la plus proche, c'est à Londres. Donc ça marche. Maintenant, il n'a pas les moyens pour faire le voyage. Mais il dit il a une pierre précieuse qu'il va vendre. Donc il sait qu'il va faire un gros bénéfice. Donc il est prêt à tout vendre, tout ce qu'il peut, pour pouvoir payer et financer le voyage. Ah, ça me dit quelque chose. Donc c'est ce qu'il fait. Il commence à vendre tous ses biens, tout ce qu'il peut vendre ici et là, pour pouvoir financer son voyage. Et maintenant, il arrive avec tout ce qu'il a récolté, tout ce qu'il a économisé, il part en voyage et il arrive jusqu'au port. Où la prochaine étape, c'est de prendre un bateau jusqu'à Londres. Mais il n'a pas les moyens de payer un billet de bateau. Donc, il a une idée. Il a dit, voilà, je vais montrer au capitaine du bateau mon diamant. Et il lui dit, regarde, j'ai ce diamant, je pourrais te payer après ou au retour. Pour l'instant, j'ai pas de liquidité sur moi. Et quand le capitaine il voit ce diamant, il se dit, ah là là, ça c'est quelqu'un d'important. C'est quelqu'un de très riche. Donc, il lui donne des grands honneurs. Il lui donne une place dans une cabine de première classe dans le bateau. Et il lui demande pas de payer. Donc, il est très content. Il est sur le bateau, dans sa cabine. Et il se voit déjà multimillionnaire avec ce grand diamant et que sa vie, elle va complètement changer. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il était posé dans sa cabine.
et il lui sert le repas. Et lui, pendant le repas, il regarde son diamant, il l'observe et il se met à rêver. Et à force de se mettre à rêver, il s'endort. Et quand il s'endort, après, pendant qu'il s'était endormi, comment il s'appelle, un matelot qui faisait le service, il est venu, il a débarrassé. Et comment il débarrassait? Ils prennent toute la nappe. Comme les qui douchent. Et ils jettent par la fenêtre. Et donc, Minastam, le diamant, il est parti avec les miettes de pain. Il se réveille et il n'y a plus de diamant. Et là, il se met à paniquer. Pourquoi il se met à paniquer? Il se dit, déjà, il a tout perdu. Et de deux, il se dit, mais si le capitaine sait que j'ai plus de diamants, et donc je ne vais pas pouvoir payer le billet, ils vont me jeter à l'eau. Il va Donc, il dit, regarde, si il voit que que je panique, que je fais la tête, ils vont se douter de quelque chose. Ce que je dois faire, c'est faire comme si de rien n'était. Comme ça, ils vont pas demander à voir le diamant, ils vont pas voir qu'il s'est passé quelque chose, et ça va passer en douce. Et donc, il dit, Dafka, il va au sens inverse. Il dit, il faut que je montre que je suis très, très, très sa mère. Alors, il se force, il se met comme ça à se forcer à être joyeux, et il va sur le pont, et il va à jouer avec tous les comment ça s'appelle, Les marins. les marins, les matelots et tout, qui font la fête, qui boivent et tout, et il fait le clown, et il fait des hatsagot, et voilà, et le capitaine il est là, et tout le monde il le voit qui est joyeux, et donc ça passe. Personne ne se doute de rien. Maintenant, le capitaine, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a demandé, il a dit, regarde, dans le bateau, tout le bateau est rempli de marchandises que j'ai apportées. Et moi, si c'est à mon nom, ils me connaissent. J'ai pas envie qu'ils me fassent de problème à la douane. Mais toi, tu es un type, voilà, tu es un type net. Hein, tu es clean. Toi, si c'est à ton nom, ils vont pas poser de questions, la douane. Alors, ce qu'on fait, il a dit, on va faire. Je vois que c'est quelqu'un d'honorable, voilà, et je vais mettre toutes les cargaisons à ton nom. Et quand on arrive, voilà, je récupère ma cargaison et voilà, on se fait comment ça s'appelle, un échange de bons services entre nous. Il dit ok, super. Donc il a mis toutes les marchandises du bateau au nom de notre bonhomme. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant le voyage, le capitaine, il est mort. Et donc, voilà, le capitaine, il est mort. Et ce qui s'est passé, c'est que toutes les marchandises, elles étaient à son nom. Donc, il arrive. C'est-à-dire, il a perdu son diamant, mais il a toutes les marchandises qui étaient à son nom. Et Rabbeinu, il dit que les marchandises, elles avaient beaucoup plus grande valeur que la valeur de son diamant. Et que finalement, il avait gagné beaucoup plus. Et il dit comme ça, il dit, regarde, le diamant, il n'était pas à lui. Comment on sait qu'il n'est pas à lui? C'est qu'il l'a perdu. Mais les marchandises, elles étaient à lui. Et donc, c'est pour ça qu'il les a reçues. Et donc, voilà, il est arrivé à Londres et après, il est devenu riche. Et il a réussi. Ça, c'est l'histoire. C'est fou, j'ai vu plein de petits trucs. Il y a plein. Tout le Nyan, ça, il te donne un exemple concret. Ça veut dire quoi, Mishun Efraël? Tu vois?
C'est ouf, parce que s'il avait pas fait semblant et qu'il aurait fait la tronche, il se serait fait jeter. S'il était un peu triste ou machin, le gars, il aurait cramé. S'il allait en mode la carte de l'honnêteté, pareil. Tout J'en connais un qui aime dire la carte de l'honnêteté et qui se fait avoir avec ça. avec sa voiture. Pas de quoi tu parles. Maintenant, regarde. Un grand chidouche qu'il a amené à... Ça, c'est le fils du Rav Besançon, Amram. Il a dit, regarde. Il avait toutes les raisons de se mettre en colère. Ça veut dire, il s'est endormi, on lui a débarrassé et on lui a jeté tout. Le type, essaie d'imaginer. Il a tout vendu. C'est-à-dire, il s'est mis dans le rouge pour financer ce voyage. Et je ne sais même pas s'il a de l'argent pour le retour. Et il se dit même, il rentre en panique. Peut-être qu'ils vont le tuer, ils vont pas. Et le mec, tu peux même pas imaginer dans quelle détresse il est. Et il n'a pas dit un seul mot contre le type qui l'a débarrassé sa table. Il aurait pu s'énerver. Il aurait pu taper du pied et tout et remettre la faute sur quelqu'un. Il n'a rien dit. Ça, c'est déjà la première étape. Déjà, c'est un yann de Emouna extraordinaire. La shtika, le silence. Au lieu de la shtika, parce qu'il a compris qu'il y avait quelque chose. Pas la shtika que je me tais, et après j'explose à force de me taire. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Mais en tout cas, la première réaction naturelle que le type devrait avoir, déjà, c'est de s'énerver contre essayer de remettre la faute sur quelqu'un. Mais il n'a rien dit. Tu vois? Et après, il a compris on l'a mis dans un coin comme ça. Là, si tu bouges, si tu montres de la hatzvout, c'est fini. Donc, il te dit, Rabbeinu, ça, c'est ta vie à toi. T'as pas le droit dans ces moments-là de montrer, c'est chaud. De montrer de la hatzvout. C'est marrant parce que quand tu racontes l'histoire et que peut-être tu connais la fin ou vu que tu vois que ça comme une histoire, tu te dis ça va, c'est facile, il est joyeux, il est avec tout le monde et tout. Après quand tu dis c'est pour ta vie, tu dis c'est impossible. C'est pas compliqué, c'est impossible. Mais tu imagines le type, il est dans une angoisse comme ça et il décide là, j'ai pas le droit. Je suis obligé de me forcer à être Bessimcha. Tu crois qu'il était Bessimcha? C'est sûr que non. Il dit, mais le secret, c'est de faire semblant. Ça, c'est le dernier Rosh Hashanah, c'est ce qu'il nous a dit le Rav Besançon. Il dit, il faut faire semblant. C'est le secret de Meshune Freiler. C'est-à-dire que Bémet, il n'y a aucune raison d'être Bessimcha. Et Bémet, si tu es Beatzvout, c'est fini pour toi. Et donc, la seule façon dont qui te reste, c'est de faire semblant. Attends, j'ai une question. Quand tu dis faire semblant, c'est faire semblant de sourire, l'extérieur? Parce qu'on avait dit que Simcha, c'était vivre avec Hachem. Tu peux pas faire semblant de vivre avec Hachem et prendre des décisions de par cette logique. Par exemple, des gars qui ont la Emouna, ils vont prendre une décision que quelqu'un qui ne l'a pas ne la prendra jamais. Par rapport à sa femme, ses enfants, la prendre à ça. Ça veut dire quoi faire semblant? Ça veut dire vivre. Même si actuellement, c'est pas vrai, maintenant, mais tu fais semblant, et à la fin, ça va être Milo lishma tavo lishma. Comme je t'ai raconté l'histoire du Friedrich Rebbe, de Lubavitch, je te l'ai raconté ou pas? Il y a des chassidim, il y a un type qui est venu le voir. Il lui a dit, tes chassidim, c'est des menteurs.
Ils jouent aux religieux et tout, mais en vrai, c'est que du vin. Il a dit, c'est très bien comme ça. Il a dit, et il ramène je me rappelle plus du machal dans la Gemara, quelqu'un qui se fait passer pour handicapé ou il lui manque un pied ou je sais pas quoi. Il dit, il va pas partir de ce monde sans se retrouver dans cette situation-là. Il a dit donc voilà, à force de faire semblant, de se faire passer pour des religieux, un jour ils vont pas sortir de ce monde sans devenir en vrai des religieux. C'est-à-dire que tu as le Yetzer Hara, cette logique qui vient qui est pas, on va dire, qui est pas juive, ok, qui est pas de chez nous, qui dit mais faut être honnête. C'est un pic que tu me lances là? Non, pas pour toi, mais il y a pas que toi. C'est la logique qui est pas de chez nous. C'est de la logique du shaker. C'est dire que ça vient du Yetzer. Ce semblant d'honnêteté, de dire ah, là faut être à la guerre comme à la guerre, ou je sais pas comment ils disent, hein, de pas faire semblant comme ça. Mais il y a une sakana d'exploser après si tu tiens pas. Tu peux pas tenir. La sakana d'exploser, tu vas être dans un matzav encore pire que si t'avais enfin j'imagine. Si t'avais explosé sur le moment, ou non, si t'as tenté Bessimra pour de faux, et après t'exploses, la deuxième explosion elle est beaucoup plus forte. Il y a un lien de Ratzoveshov. Il y a Dafka, tu as vu l'entretien qu'ils ont fait avec les enfants du Rav Chaikin? Non, j'ai pas cliqué dessus. Alors, il raconte que le Rav Chaikin, à la Vachalom, il était en train de faire un shiur à la yeshiva et on lui pose une lettre sur son bureau. Et en général, il ne s'arrête pas au milieu d'un shiur pour regarder une lettre, mais il avait l'instinct que c'était quelque chose d'important. Il lit cette lettre. Dans cette lettre, il y a écrit que toute sa famille est morte. What? Pendant la guerre. Il n'était pas au courant. C'était à la guerre. Après la guerre, on commence à se rendre compte qui est vivant et qui est mort. Il lui dit tout le monde est mort. Je savais pas ça. Il a dit qu'il s'est enfermé dans sa chambre. Il s'est mis à pleurer. Et il a sorti des larmes et des larmes. Il a dit, j'étais obligé de faire sortir parce que sinon j'avais un océan de larmes. Et ça aurait, comme tu dis, explosé à un moment. Mais il a sorti toutes ses larmes. Et il a dit, il sort pas de sa chambre sans montrer qu'il est Bessimcha. Il a dit, t'as pas le droit dans la yeshiva de pas être Bessimcha. Et donc il a dit, voilà, il a dit peut-être le repas avec les Bachurim de la yeshiva, c'était un trop gros effort. Il a dit ce soir-là, il n'a pas mangé avec les Bachurim. Mais il n'est pas sorti de sa chambre sans montrer de la simcha. C'est-à-dire, ça, c'est du Ratzoveshov. À un moment, c'est-à-dire, comme tu dis, pour pas exploser, il faut, à un moment, mais ça, tu peux faire Ibodedou, tu parles avec Hachem. Avec Hachem, tu es Béhémet. Ok. Mais il faut faire attention aussi dans la Ibodedou, de ne pas tomber dans la Tzvout. Mais quand tu dis tu peux crier Hachem, tu lâches tes nerfs, tu vois. Mais sans rentrer dans la kfira. Parce que entre la tzvout et le lev nishbar, entre la tristesse et le cœur brisé, il y a tout un monde. Il y en a un, c'est de la gdusha, c'est dans la sainteté, et l'autre, c'est de la vodazara. Donc, là, il te dit, les larmes du Rav Chaikin, c'est pas de la tzvout. Il raconte, il a dit, dans son entretien, il a raconté, il a dit, si tu avais vu mon oncle, tu aurais cru que c'est un ange. C'est-à-dire, lui, il a pas pleuré pour lui, tu vois, pour ses sentiments à lui.
Lui, il a perdu. Il sait c'est quoi des gdolim comme ça de la Torah qui part de ce monde. C'est ça qu'il a brisé. Il a pleuré parce que c'est. Il a dit son nom. Il a dit son oncle, tu l'aurais vu, tu aurais cru que c'est un ange. C'était des gdolim dans la Torah et tu peux même pas imaginer. Et il raconte aussi pendant qu'il était en prison pendant la guerre, qui faisait tout pour tenir dans la joie. Il dit parfois il avait un peu de hatzvout, de déhaga, il se faisait du souci. Qu'est-ce qu'il allait se passer avec sa famille? Il se reprenait. Il était dans les camps? Non, il a été mis en prison en tant que prisonnier de guerre. Parce qu'en fait, il s'était retrouvé... Un otage? L'histoire, c'est qu'il était venu en France pour construire une yeshiva avant la guerre. Et dès qu'il est arrivé, voilà, je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais a commencé la guerre. Et donc, lui, il était étranger. Et quand ça a commencé la guerre, ils ont dit tous les étrangers, soit ils partent, soit ils joignent la Légion étrangère, soit ils se battent. Et donc, il a décidé de joindre l'armée. Et c'est ça qui lui a sauvé sa vie. Donc, il s'est retrouvé à l'armée. Attends, t'as dit que sa famille elle était morte, mais c'est ses enfants qui témoignent. Sa famille, tu veux dire ses parents? Non, il n'avait pas encore d'enfant. Ok. Je crois qu'il s'est marié après la guerre. Je ne sais pas s'il était déjà marié, j'ai oublié. Je comprends. Maintenant, et donc il s'est fait arrêter. Enfin, il s'est fait arrêter. Il s'est fait prisonnier de guerre par les Allemands. Et en tant que prisonnier de guerre, il était protégé par la Convention de Genève. Et il y avait la Croix-Rouge qui rendait des visites et qui faisait qu'ils avaient des bonnes conditions. C'était pas les camps de concentration. Moi, c'était pas super. J'aimerais pas être à sa place aujourd'hui, tu vois, mais par rapport à ce qui s'est passé pendant la guerre, c'était des très bonnes conditions. Il avait avec lui une tefilin, et c'était pas une paire de tefilin. Il y avait, je sais plus si c'était que chez le Roche ou chez le Yad. Il avait un sefer de Mishnayot, et il avait une tondeuse. Parce que les prisonniers, ils devaient se raser la barbe. Et donc, pour se tondre pour pas utiliser de rasoir, il avait la tondeuse. Et il raconte que la tondeuse, pour lui, c'était aussi important que les tefilin. Sauf, Bekitsour, tu vois des gens de Hémet comme ça. Comment ils vivent ça, tu vois? Ça veut dire que même quand il est sorti de la yeshiva après, tu crois qu'il était Béhémet Bessimra, mais il se force. Il dit quand il est tombé dans le souci et dans la tristesse, il se reprenait. Il dit En lecha emuna. Tu n'as pas de emuna. Comme ça, il se reprenait. Il dit mais tu n'as pas le droit d'être triste. C'est interdit. Tu n'as pas de emuna. Il y a une autre histoire qui s'est passée plus récemment, qui est connue. Elle a tourné en Israël. C'était un type. Il était Melamed à Bnei Brak, je crois. Et pendant qu'il enseignait aux enfants, il s'est arrêté. Il est sorti dehors. Il a fait un coup de fil à sa femme. Et c'était avant Pessah. Il faisait le nettoyage de Pessah. Et il appelle sa femme et lui dit Dis-moi, le vieux costume gris là au fond de la mare, tu l'as jeté? Elle dit Oui, je l'ai jeté. Il lui dit C'est possible de le récupérer? Elle dit Non, c'est pas possible. On peut pas le retrouver. Il a déjà été jeté depuis assez longtemps et tout. Il peut pas le. Je dis OK. Il raccroche. Il retourne à enseigner.
Maintenant, la direction, ils ont vu ça, ils ont dit c'est étrange de sa part que c'est un Melamed qui est sérieux en général. Il fait jamais une chose pareille, de sortir de cours pour faire un coup de fil à sa femme et pour poser une question comme ça. Et il lui demande après le shiur, il lui dit c'était quoi cette histoire? Pourquoi tu pouvais pas attendre la fin du shiur? Il regarde, je dois marier mon fils bientôt. Et il n'avait pas d'argent pour son mariage. Donc il a pris d'un gmar, il a emprunté une grosse somme pour pouvoir financer le mariage de son fils. Et la somme, ils lui ont donné en cash. Et pour cacher l'argent, il l'a caché dans le vieux costume gris, au fond de l'armoire. Et avec le ménage de Pessar, il savait que sa femme, elle faisait le tri, elle jetait tous les schmattès et tout. Et il n'avait pas tilté. Et il s'est juste rappelé de ça pendant le shiur. Direct, il a appelé sa femme. Il lui a dit, voilà, on peut le récupérer? Non, on peut pas le récupérer. Ok. Il n'y a plus rien à faire. On sait c'est qui ce Melamed? Ouais, elle est connue cette histoire. Et il a dit, il dit, et comme ça, tu es retourné à ton shiur comme si de rien n'était? Il dit, mais c'est surhumain. Il a dit, regarde, mon Rav, il nous a enseigné que les épreuves comme ça, c'est le but de notre venue sur Terre, pour tenir dans des épreuves comme ça. Donc il a dit, voilà, avec l'enseignement de... Waouh. Je connais une histoire comme ça aussi, un peu similaire. C'est dans le livre, tu connais Amarti Toda Venosharati du Rav Arush? Ouais, je ne l'ai pas lu, mais je connais. C'est un gars, pareil, il avait fait des économies sans dire à sa femme pour économie stable, pour mettre l'argent de côté en avril. Et il est arrivé à la somme de $10,000 qu'il a caché, j'imagine pareil dans un habit ou quoi, tu vois. Il te barre qu'après son soir d'études, il rentre chez lui et il voit que sa femme, elle a fait un nettoyage. C'était pas Pessar, mais elle a fait un nettoyage. Il va dans la cachette et l'objet ou l'habit dans lequel était l'argent, elle les avait jetés, tu vois. Il a rien dit. Il est sorti. Il a commencé à dire Toda Rabba Hashem, machin, puisque je crois que c'était un élève du Rav Arush. Donc il a rien fait paraître, ok. Le lendemain, un de ses amis de l'université avec qui il a pas parlé, je sais pas, ça fait vraiment une tonne de temps. Il appelle, il lui dit voilà, je viens de faire une grosse affaire, j'ai un masser à donner, t'es le premier à qui je pensais parce que j'ai entendu que t'étais Talmid Chacham, boule la somme qu'il a perdue. Boule. $10,000. Il lui a rendu. Ah, mais ça aurait pu partir en fight l'histoire. Là, c'est que un lien d'Emouna. Et aussi, tu sais, dans l'histoire là que tu as raconté avec le diamant, un autre truc aussi, c'est que des fois, on croit qu'on va s'enrichir ou qu'on va faire un truc avec un certain objet, une certaine idée ou un certain travail ou un certain Kelly, mais alors que pas du tout. Bassoff, il est ou Mit Hacher, il m'a sfora, t'as dit. Pas du tout avec le diamant. Ouais. Ça vient d'un autre endroit. C'est-à-dire que tu ne dois pas être... Non, ce que je te dis, c'est que il faut pas que tu sois figé. Toi, tu vois la forme de la chose et tu sais pas ce qui se passe derrière. Dire, peut-être, c'est pas pour toi. J'ai un exemple personnel, moi, quand je me suis fait virer. Après 3-4 mois, je savais plus d'où ça allait venir, tu vois. Je me suis dit, j'ai à peu près tout réfléchi, tout testé, tout truc, je savais pas. Jusqu'à ce que je t'appelle. Attends. Et toujours, moi j'ai un truc, toujours. Quand je vais jouer avec mes enfants ou quand je vais quelque part, je prends mon tel au cas où on m'appelle. On m'a jamais appelé de ma vie. À chaque fois que je fais ça, on m'appelle pas, tu vois. Et il y a une fois, je me suis mis, tu sais quoi, je me posais avec mes enfants. Personne m'appelle, de toute façon. Je laisse mon téléphone. Je revois, tu m'as appelé 3 fois. Maintenant, ça faisait 4-5 ans qu'on s'était pas parlé. Tu t'es appelé 3 fois? Tu m'as appelé 3 fois. T'es ça? Ça faisait 4-5 ans qu'on s'est pas parlé. Et tu me dis, je fais des rayons dans mon domaine à un gars d'Amdocs. Et j'ai pensé à te faire coucou. Parce que ça m'a fait penser à toi. Sans savoir que j'ai été viré, tu vois.
Et j'ai fait, waouh. Quand tu m'as appelé, même si le talir il était long, j'avais une partie de moi qui était sûre que ça allait passer parce que c'est abusé. Vraiment, c'est abusé. Et à chaque fois, je me dis, mais par où il va passer Hachem pour me... Par où? Il n'y a plus. J'ai vu qu'il n'y avait plus rien. Bon. Et en plus, ce qui est marrant, c'est dans ton histoire, c'est au moment où tu as lâché le téléphone. À chaque fois, c'est comme ça. Tu étais tout le temps, tu attendais Murphy. Non, c'est pas Rock Murphy. C'est pas genre tu es Mitiège, c'est genre. C'est tout le temps comme ça. Une fois que tu lâches, et tu te retrouves avec la Emouna. Non, mais c'est fou. C'est là que tu donnes la place à l'Ashgacha, tu vois. Mais tu mets tu fais un rayon à un gars d'Amdocs. Ok, bon, ça te fait penser à moi. Tu m'as appelé. C'est fou. Tout est fou dans l'histoire. Bref, au prochain. Oh, Bezrat Hashem.